retrouve tout de suite Catherine Laine, enseignante-chercheuse en biologie végétale à l'Université Clermont-Auvergne de Clermont-Ferrand. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes spécialiste des arbres. J'aurais donc aimé savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux arbres et à leurs capacités. C'est une belle question parce que ça remonte à il y a longtemps déjà. Donc moi j'ai toujours aimé la nature. J'ai toujours aimé me promener, regarder ce qu'il y avait autour de moi. Et donc j'ai fait des études de biologie. Et dans ces études de biologie, à un moment, je me suis intéressée aux plantes et un petit peu plus tard aux arbres, qui sont des plantes particulières. Vous avez notamment travaillé sur l'équilibre des arbres et leur capacité à se tenir droit. Comment est-ce que les arbres parviennent-ils à percevoir leur déséquilibre? Alors, c'est une très belle question et vous savez que cette question, en fait, on se la pose depuis longtemps. Même Charles Darwin se la posait déjà il y a 150 ans. Donc, comment est-ce qu'ils parviennent à percevoir leur déséquilibre? En fait, un petit peu comme nous. Est-ce que vous savez comment on se tient droit, nous, comment on se tient debout? On Non. perçoit la verticale dans notre oreille interne. Parce qu'il y a des petits cailloux qui sédimentent, qui tombent au fond de cellules, enfin sur des cellules sensibles, lorsque nous sommes debout. Et lorsqu'on se penche, ces petits cailloux roulent sur les cellules et donc l'information change. Ça fait des petits signaux électriques qui sont envoyés jusqu'au cerveau et qui nous permettent de savoir si nous sommes droits à la verticale ou penchés. Eh bien, les arbres font pareil, du moins avec un système qui ressemble à celui-là. Ils ont dans leur écorce des cellules sensibles. Dans ces cellules, il y a des petits cailloux qui sont des gros grains d'amidon. L'amidon, vous savez, c'est des gros sucres, hein, c'est des sucres de réserve pour les arbres. Ces gros grains d'amidon pèsent au fond des cellules, sédimentent, un peu comme dans un sablier, vous voyez. Et tous ces mini-sabliers vont renseigner l'arbre sur sa position, s'il est bien vertical ou s'il est incliné, eh bien les petits cailloux roulent et changent de position dans ces cellules. Donc c'est un petit peu comme chez nous, ils font ce qu'on appelle, le gros mot en science, c'est de la graviperception. Ils D'accord. perçoivent la gravité. Et donc D'accord. après avoir perçu la gravité, les arbres arrivent à se redresser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils font? Oui, alors ça paraît extraordinaire dit comme ça, parce que quand on regarde un arbre, ça bouge pas un arbre à part par le vent. Mais Mhm. en fait, ça bouge de mouvements très très lents qu'on ne voit pas nous à l'œil nu. Si on filmait un arbre très longtemps et on accélère le film ensuite très très fort, on le verrait, l'arbre incliné, se redresser à la verticale. Donc il va se courber à la base avant de retrouver la verticale. Et cette courbure, en fait, c'est une réponse de croissance pour lui. Il fait ça en mettant en place dans son tronc, là où il est incliné à la base, il va mettre en place un bois particulier qui va lui servir de muscle. Donc ce bois, en vieillissant, il va soit se rétracter et donc tirer le tronc vers le haut, soit pour d'autres arbres, il va s'étendre et va pousser le tronc vers le haut. Donc soit il est tiré, soit il est poussé. Selon qu'il est un feuillu, il est tiré, ou s'il est un conifère, il est poussé. Et ce bois, petit à petit, va le faire se redresser à la verticale. Mais il faut des années, des dizaines d'années pour qu'un arbre puisse se redresser à la verticale. D'accord, donc c'est pas quelque chose qui se compte en mois par exemple. Alors, ça peut se compter en mois si on regarde sur de jeunes arbres. Par exemple, nous, au laboratoire, on a travaillé sur des arbres qui avaient 3-4 mois, voire 1 an, donc des petits troncs assez étroits, et on les a inclinés, et en quelques mois, en 6 mois, on les a suivis, et on a vu qu'ils se redressaient. Donc en quelques mois, on peut suivre le redressement, mais d'un jeune arbre. D'accord, parce qu'il est en train de grandir. En Oui, fait. c'est ça. Ouais. Mais les gros aussi, d'ailleurs, hein. C'est d'ailleurs Mhm. grâce à cette croissance qu'ils peuvent se redresser. Mais par contre, ils sont tellement lourds, tellement gros, qu'on ne le voit pas à l'œil nu. D'accord. Et quand on se promène dans une forêt, quelquefois on voit des arbres qui sont bien penchés, ils sont pas tous droits. Donc Ouais. comment est-ce qu'on explique que certains arbres soient penchés? Voilà. Eh bien, d'abord, pourquoi ils sont penchés? On peut se poser cette question. Ils sont penchés parce que soit ils poussent sur un sol un peu instable, sur un talus, et la pluie fait que le sol glisse un peu, donc à un moment ils étaient droits, et puis tout d'un coup ils se retrouvent penchés. Ou bien on peut aussi imaginer que l'arbre est penché suite à un coup de vent, un coup de tempête qui ne l'a pas arraché, mais qui l'a incliné. D'accord? Et ensuite, pour répondre à votre question, pourquoi j'en vois certains qui sont courbés, d'autres inclinés, d'autres droits? Ceux qui sont courbés, on peut se dire qu'ils sont en train de se redresser. Mais c'est en D'accord. cours. Il va falloir des années pour les voir retrouver la verticale. Et très souvent d'ailleurs, si vous regardez un tronc qui est courbé à la base,
Regardez, levez le nez, regardez en haut et vous verrez que lui, le tronc déjà, il est bien vertical. Donc il a bien quand même déjà retrouvé sa verticale. Il lui reste juste cette courbure à la base qu'il va d'ailleurs effacer avec les années, petit à petit. Et donc, pourquoi est-ce que les arbres, ils cherchent à adopter cette position? Est-ce que c'est pour être plus proche du soleil, par exemple? Alors c'est une très belle question ça aussi, c'est le pourquoi. Et vous savez, en biologie, les pourquoi c'est dangereux parce qu'on sait pas très bien répondre au pourquoi. En général, on sait répondre au comment. Donc là, on vient d'expliquer comment un arbre perçoit qu'il est incliné et comment il se redresse. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Donc là, après, on rentre dans le domaine de l'interprétation. Donc ce que vous avez dit, c'est une des interprétations, c'est dire l'arbre va pousser le plus haut possible pour aller chercher la lumière du soleil. C'est sûrement une raison valable, surtout en forêt, quand il est entouré de plein d'autres arbres, et que pour lui, c'est vital d'arriver à la lumière avant les autres, parce que cette lumière, il en a besoin pour faire sa photosynthèse, pour sa croissance, pour sa vie, hein, tout simplement. Et donc, il vaut mieux qu'il se dépêche par rapport aux voisins. Donc oui, ça peut être une première interprétation. On se dresse le plus haut possible pour aller vers le soleil. La deuxième, c'est quand un arbre, ça fleurit, vous savez, tous les feuillus fleurissent, les conifères font des cônes, on peut appeler ça des sortes de fleurs. En tout cas, tous ces arbres se reproduisent et ils fabriquent des petits dans leurs graines. Et donc leur but, entre guillemets, c'est de disséminer leur bébé le plus loin possible pour conquérir le territoire. Et pour cela, il vaut mieux être élevé haut parce que le vent va prendre en charge les fruits, les graines et va les transporter plus loin. Plus c'est haut, plus ça va loin en fait. Donc c'est une deuxième interprétation possible. D'accord, Voilà, en voilà deux. j'avais pas du tout pensé que ça pouvait être ça. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur les capacités des arbres. On va s'intéresser aux expériences que vous avez pu mener pour arriver à ces conclusions, ainsi qu'aux autres capacités des arbres et à celles des autres plantes. Mais avant, on va faire une petite pause musicale. On va rester sur le thème des arbres, puisqu'on va écouter A Forest du groupe The Cure. Ce sera sur Radio Saint-Vincent, il est 13h01. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor. RSV, Made in Brest. Je suis toujours en compagnie de Catherine Laine, enseignante-chercheuse en biologie végétale à l'université Clermont-Auvergne. Vous nous avez parlé du fait que les arbres pouvaient se redresser après avoir perçu leur déséquilibre. Quelles expériences est-ce que vous avez faites pour tester cette capacité ? Alors, on a fait des expériences sur différents types d'arbres. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut travailler sur de jeunes arbres. J'avais dit 3 mois, entre 3 mois et 1 an, qu'on incline, qu'on va planter en verger incliné. On travaille aussi sur des arbres beaucoup plus jeunes, quelques semaines, 3 semaines, 1 mois. Et là, on travaille en chambre de culture. Pourquoi sur de jeunes arbres? Parce que vous savez, en science, quand on veut étudier l'effet d'un facteur, il faut que tous les autres soient maintenus constants entre le témoin et l'expérience. Donc, on a besoin de contrôler la lumière, la température, l'eau qui arrive, la nutrition de l'arbre. Et donc, tout ça, on est obligé de le faire en chambre de culture. Et les chambres de culture, c'est pas très grand, donc on peut pas mettre des grands arbres. Donc, on travaille sur de petits arbres qui font à peu près 50 cm de haut. On les incline et puis on va regarder leur réponse à l'échelle moléculaire, à l'échelle cellulaire. On va rechercher s'il y a des gènes qui s'allument ou d'autres qui s'éteignent. On essaie de comprendre leur réponse très finement, en fait. Ce qu'on fait aussi qui est rigolo, c'est qu'on a inventé, les chercheurs, ils aiment bien inventer des choses avec leurs techniciens, hein, donc on a inventé des grandes sphères lumineuses. Alors pourquoi? Des grandes sphères, elles font 2 mètres de diamètre, ces sphères, et elles sont tapissées de lumière à l'intérieur, partout. Ce qui fait que quand on met le jeune arbre à l'intérieur de la sphère, et qu'on l'incline par rapport à la verticale, donc on lui fait subir une variation de son facteur de gravité, si vous voulez. Et par contre, la lumière est maintenue constante. Comment on fait pour la maintenir constante? Eh bien, on va l'éclairer, cet arbre, partout, sur toute sa surface, par le bas, par les côtés, par le haut. Et pour ça, donc, la lumière est rendue homogène. D'accord? Comme ça, le facteur est rendu homogène pour les témoins et pour les arbres expérimentaux. Et puis, la dernière chose qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup aussi sur ordinateur, c'est-à-dire qu'on modélise avec des modèles mathématiques, on modélise le redressement des gros arbres. Et on va dessiner, on fait du dessin animé, hein, si vous voulez, ou du moins du cinéma d'animation, et on teste des hypothèses et on regarde ce que ça donne sur les films, en fait. Voilà, par exemple. D'accord.
Et je suppose que la capacité à se redresser n'est pas la seule capacité étonnante que possèdent les arbres. Donc quels sont leurs autres pouvoirs que l'on ne soupçonne pas forcément? Alors, il y en a un, peut-être, je commencerai par celui-là, parce qu'il va avec celui dont on vient de parler. On a dit que l'arbre pouvait sentir s'il était incliné et engager sa réponse de courbure. Mais en fait, il sent aussi autre chose. Quand il va se redresser comme ça, il va sentir qu'il est courbé. Et il va se décourber par le haut, donc il se courbe par le bas, et il se décourbe par le haut, comme un serpent, un petit peu qui sort de son panier. Et ça lui permet de redevenir parfaitement rectiligne. Et ce sens-là, ce sens de perception de ces courbures, on l'a aussi, nous. C'est notre sens qui permet de sentir la position de notre corps dans l'espace. Ça s'appelle la proprioception. C'est ce sens qui vous permet de boire les yeux fermés et qui fait que votre bras va trouver votre bouche. Parce qu'en fait, votre corps sent où est votre bras. Et l'arbre, c'est pareil. Il sent où est son corps, en fait, et de combien il est courbé. Donc ça, c'est quand même assez génial. Et ça a été découvert par mon labo il y a quelques années à Clermont. Bravo. Et puis après, oui, c'est vrai que c'était une belle découverte. Et après, dans tous les autres sens, enfin, la question que vous posiez, c'était quels étaient tous les autres pouvoirs des arbres. Eh bien, en fait, les arbres ont tous les pouvoirs, mais ils ont tous les pouvoirs exactement comme tous les êtres vivants. C'est-à-dire qu'ils sont capables de sentir tous les facteurs qui les entourent. Soit les facteurs physiques, la température, la lumière, l'acidité du sol, la présence d'eau, etc. Soit les facteurs vivants, la présence d'un voisin, parce que les arbres se voient entre eux par leurs feuilles, la présence d'un voisin parce qu'ils se perçoivent par les racines, par des substances chimiques. Ils peuvent aussi percevoir les individus qui les grignotent, les chenilles, les perceurs d'écorce qui viennent pondre sous l'écorce. Et tout ça, tous ces agresseurs, les arbres se défendent contre eux. Donc les arbres ont des capacités extraordinaires, mais finalement au même titre que le ver de terre ou la bactérie. Tout le vivant est connecté avec l'environnement et l'arbre ne fait pas autrement en fait. Et donc, par exemple, est-ce que les arbres peuvent s'envoyer des signaux par leurs racines pour communiquer des informations? Alors ça aussi, c'est une très belle question et surtout qu'on voit souvent ça dans les médias. On lit beaucoup que les arbres papotent entre eux, s'échangent des Oui. substances, etc. En fait, là, on est sur un front de science. Vous savez ce que c'est un front de science? Non. Ça veut dire que ce sont des connaissances qui ne sont pas encore stabilisées et qu'il y a beaucoup de recherches en cours là-dessus. Donc, il faut faire attention à ce qu'on lit et aux interprétations qu'on en donne. Ce qu'on sait, c'est que les arbres sont connectés entre eux par les racines, par l'intermédiaire de champignons, les mycorhizes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ces mycorhizes, ce sont leurs amis champignons qui leur permettent de puiser l'eau et les éléments du sol, les éléments minéraux du sol. Et ces champignons, ils sont partout dans le sol et ils sont interconnectés entre eux. Et étant interconnectés entre eux, il y a des substances qui peuvent circuler d'un champignon à l'autre, donc d'un arbre à l'autre. Mais la quantité de substances qui s'échangent, elle est extrêmement faible. Donc on pense que quand on dit qu'un arbre nourrit ses petits, pour l'instant, moi, je suis tout à fait sceptique. Je pense que vu la quantité de carbone échangée, c'est très faible. Par contre, c'est peut-être des molécules informatives, comme vous le dites. C'est peut-être des signaux chimiques que les arbres s'échangent entre eux par les racines. Mais on n'est pas sûr. Et après, il y a l'air, par les feuilles. On a montré que certaines plantes, enfin que les plantes étaient capables d'émettre des substances dans l'air et que ces substances pouvaient être perçues par la plante voisine qui va répondre à ces substances. Et donc on a dit, ah bah ça communique. Une plante est attaquée par une chenille, elle émet des substances dans l'air et la voisine les perçoit et elle se met en état de défense. Ça veut dire que la première a prévenu la deuxième. D'accord? Mais ça, c'est une interprétation. Il y en a une autre, par d'autres chercheurs, qui disent non, la plante qui est attaquée émet ces substances dans l'air pour ses feuilles à elle, pour se prévenir elle-même dans tout son corps. Ça va très très vite. Et ces substances qui sont dans l'air, bien sûr, le vent les dilue un peu, et par hasard, la plante voisine va les percevoir. Mais si vous voulez, c'est comme si elle recevait un message qui ne lui était pas destiné, comme si elle était un peu espionne. Donc ça serait plutôt une communication de la plante qui déborde un peu et qui, par dégâts collatéraux, si j'ose dire, va prévenir la plante voisine. Donc je ne peux pas répondre à votre question. Est-ce que les arbres communiquent entre eux? Pour l'instant, on ne le sait pas exactement. D'accord, il reste encore plein de choses à découvrir, j'imagine, dans ce domaine. On l'a compris, vous nous avez dit que vous aimiez beaucoup la nature. Est-ce que vous avez par hasard un arbre préféré?
Ah, c'est une jolie question, ça aussi. Alors, je réfléchis à mon arbre préféré, ça dépend. Donc, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'aime tous les arbres, même les arbres, les tordus, les petits, les moches. Je trouve que tous les arbres sont extraordinaires et que tous les arbres sont remarquables. Justement, ce label d'arbre remarquable, vous connaissez, où on va dire, bah, celui-là, il est remarquable, il est formidable, tout le monde va venir le voir. Moi, j'aime pas trop ce label parce que pour moi, tous les arbres sont remarquables. Mais si j'en ai un préféré, si je devais en choisir un, en fait, je choisirais une essence et je choisirais le hêtre. Alors pourquoi le hêtre? Parce que c'est bien sûr l'arbre de ma région d'Auvergne, c'est l'arbre des montagnes d'Auvergne, et c'est un arbre qui je trouve très majestueux, très avec son écorce claire. C'est un arbre qui est comment dire, qui fait des forêts vraiment très agréables. Donc voilà, je choisirais celui-là, mais en fait j'aurais pu choisir n'importe lequel. Alors, vous avez également écrit un livre qui paraît à la fin du mois aux Oui. éditions Belin. Donc, son titre, c'est Dans la peau d'un arbre. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi parle ce livre et est-ce qu'il est ouvert et destiné au grand public? Oui, merci d'en parler. Effectivement, c'est un livre que j'ai écrit là cette année. J'ai mis à peu près un an à l'écrire. Et effectivement, il est destiné au grand public. Je l'ai écrit en pensant à tous ceux qui aiment la nature, les arbres, ou qui veulent découvrir les arbres autour d'eux. Alors, un livre sur les arbres, vous allez me dire encore, parce qu'il y en a déjà plein des livres sur les arbres. Alors, pourquoi celui-là? Eh bien, dans celui-là, vous l'aurez compris, moi je suis une scientifique. Donc, j'ai envie de faire connaître les données scientifiques qu'on a sur les arbres actuellement, en 2021, donc les plus récentes, et de faire la part des choses entre ce qu'on sait et ce qu'on interprète. Donc, de faire un petit peu marcher l'esprit critique des gens pour qu'ils se rendent compte que ben, parfois ce qu'on lit, ce qu'on entend, ça va un peu trop loin. Et moi, j'ai essayé de montrer en fait ce qu'on savait dans le monde scientifique, ce qui est vraiment prouvé, ce qui est en cours de recherche, donc ce que je disais tout à l'heure, les fronts de science, et ce sur quoi on peut s'appuyer, quoi. Donc c'est un livre où il y a beaucoup de données aussi de terrain, de dehors, c'est-à-dire quand on sort dehors, dans la forêt, dans un parc, dans la ville même, hein, où il y a des arbres aussi, qu'est-ce que je peux voir, comment je peux ouvrir les yeux? Et donc c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, la vie des arbres, comme les scientifiques la connaissent, et donc, si j'ose dire, la vraie vie des arbres, puisque c'est celle qui est vraiment démontrée scientifiquement. Et puis, alors, comme les sciences, parfois c'est barbant, hein, parce que voilà, j'ai beau être scientifique, je sais que ça peut être rasoir. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit un peu rigolo, que le ton soit un peu léger, et surtout, il y a plein de photos que j'espère les gens apprécieront, pour avoir aussi une entrée par l'image, par les yeux, pour que ce soit un petit peu plus agréable que si c'était un texte de A à Z. Voilà, donc j'espère qu'il plaira, j'espère que vous le lirez, les jeunes, et je serai à votre disposition si vous voulez en discuter, évidemment. Eh bien, j'encourage nos auditeurs qui veulent approfondir ce sujet de s'intéresser à votre livre qui, je le rappelle, s'appelle Dans la peau d'un arbre, qui sort à la fin du mois aux éditions Belin. Merci énormément Catherine Laine d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous et bravo. Je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse en biologie végétale à l'université Clermont-Auvergne et que vous publiez donc ce livre qui s'appelle Dans la peau d'un arbre.